Coucou les coquinous. Il y a des trucs, tout le monde sait de quoi on parle, en fait, mais rares sont ceux qui pratiquent. Vous voyez? On prend l'exemple du fist fucking. Bah, ouais, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, hein, fist fucking. Je parle bien du fist fucking, hein, pas du foot fucking qui consiste à transformer ton partenaire ou ta partenaire en charentaise par le cul. C'est pas du tout ça dont on parle. Non, non, le fist fucking, tout le monde sait de quoi on parle, pour le coup, mais rares sont ceux qui le pratiquent. Il faut dire qui est, hein, pour le principe. Euh, eh ben aujourd'hui, c'est un peu ça. L'auteur dont je m'apprête à vous parler, bah, tout le monde connaît son nom, c'est sûr et certain, ou à peu de choses près. Mais rares, quand même, sont ceux qui ont déjà lu ses travaux. Alors que le gars est juste un monument, même au-delà du comics de la BD. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau format que j'ai intitulé Mais qui c'est ça? Eh bien aujourd'hui, nous allons aborder Will Eisner. Allez, générique. Donc on attaque un monument, hein, vous l'aurez bien compris. On attaque un monsieur qui compte tellement dans le comics que la plus haute distinction que l'on peut donner en tant que prix pour qui est de l'univers du comics, c'est les Eisner Awards. Vous voyez, déjà pour vous situer le mec. Hein. Alors, qui était Will Eisner? C'est un homme qui est né en 1917 à Brooklyn, dans New York. Il est né donc d'un papa hongrois et d'une maman roumaine, tous les deux migrants en fait. Hein, donc c'est vraiment la première génération des Eisner Will Eisner est la première génération des Eisner qui naît sur le sol américain. Et donc il va être élevé dans ce New York du début du XXe siècle. Alors, je rappelle, hein, à l'époque, les portes sont grandes ouvertes, on a des migrants qui viennent de toute l'Europe, on a plusieurs vagues de migrants, hein, donc les migrants juifs, pour ce qui est de la famille d'Eisner, par exemple, qui fuient certains pogroms qui ont eu lieu dans les pays de l'Est notamment, et puis globalement, hein, l'Europe, c'est pas un super paradis pour les juifs à ce moment-là, et ça le sera encore moins après. On a des vagues de migration italienne, on a des vagues de migration hispanique, etc., etc. Donc les années 30, c'est vraiment porte ouverte. Les Irlandais, c'est vraiment porte ouverte. New York est d'ailleurs en général la première ville qu'on rencontre. Donc bah, ils arrivent sur New York, dans le port de New York, et puis vas-y, qu'on leur accorde pas la nationalité immédiatement, mais enfin, à peu de choses près, oui, c'est vraiment le grand rêve hein, pour celui qui traverse l'Atlantique. C'est vraiment le grand rêve, et le père et la mère de Will Eisner, c'est un petit peu ça. Donc il va être élevé dans l'amour, mais pas franchement dans la richesse. Hein. C'est même, on va dire, un peu à l'opposé. Il va être élevé un peu dans la pauvreté. Hein. Pas la pauvreté crasse au sens propre du terme. Bon, après, ça dépend ce qu'on appelle pauvreté crasse, pas facile à dire. Mais c'est vrai qu'au début du XXe siècle, c'est un petit peu chaud quand même, hein, pour le coup. Donc, assez jeune, il fait montre d'un certain talent pour le dessin, pour l'écriture, pour la lecture. Il lit pas mal, en fait. Et ça va le conduire, bah, dès le début des années 30, à commencer à faire des petits gribouillis, à faire des petites séries, des petites choses, et même, finalement, bah, à être publié, hein, puisque ces personnages vont commencer, enfin ces personnages, ces petites planches, en fait, il va faire des petites planches d'abord et avant tout, vont commencer à être publié, c'est dès 1933 en fait, hein, dans un journal, le Clintonian, me semble. Ouais, oui, c'est le Clintonian, je dis pas de bêtises. Donc, où il va commencer à publier des petites vignettes. Et puis en 1936, en fait, il va avoir une certaine, pas une notoriété, mais son nom commence à être connu. Il va pouvoir publier son premier comic books, en fait, chez WoW, qui est donc une maison d'édition, grossièrement. Alors c'est un comic books avant le comic books, hein, si on regarde un peu l'histoire du comic books, hein, puisque globalement on n'en est pas à ça, mais il va commencer à publier deux petites séries qui s'appellent Harry Carey, et l'autre c'est Flame en fait. Hein. Donc petite création de sa création, petite création de sa création, mais ça veut rien dire. Petite création de son cru, pardonnez-moi, c'est l'émotion, je parle d'un grand homme, hein, faut dire ce qu'il y a. Bon, par contre, il n'a pas de bol, parce que la même année, WoW, le fameux journal en question, bah, se casse la gueule, en fait. C'est un arrêt précoce, inhérent à une sombre histoire. Donc, Eisner, avec un monsieur qui s'appelle Jerry Iger,
il va fonder des studios, en fait, Eisner and Iger, pas trop chier sur le nom, où en fait le principe ce sera de faire des planches et de pouvoir les fournir en fait à leur clientèle, hein, leur clientèle qui est majoritairement du journal hein, pour le coup. Hein. Donc ça a plutôt bien marché. Hein. Pour tout vous dire, le mec va quand même faire bosser des gars comme Jack Kirby, juste Jack Kirby. Il va faire bosser Lou Fine, qui reprendra un petit peu plus tard le personnage principal qu'a créé Will Eisner, mais ça j'y reviendrai un petit peu. Bob Kane, Bob Kane, hein, les papas de Batman. Donc il va faire bosser tout ce monde-là et ça se passe pas mal. Hein. Ils ont leur petit succès, Iger et Eisner, hein, aussi bien en tant que producteur que par leur petite production en fait. Hein. Alors rappelons-nous que c'est rien de foufou à l'époque. Hein, on n'est pas encore dans un marché très très puissant. Enfin bon, ils ont de quoi vivre. Hein, ils ont de quoi vivre. Hein, à tel point qu'ils vont même sécuriser leur emploi en créant leur propre syndicat qui s'appelle le Universal Phoenix Features. Et donc, bah, globalement, ça c'est aux alentours c'est à la fin des années 30. Peut-être sincèrement, je m'en rappelle plus trop. Enfin, bon, bref. Et donc, bah voilà, ils ont un certain point. Ça compte un petit peu. Après une sombre affaire liée donc à la création d'un héros qui aurait été un petit peu un plagiat de Superman. C'est une histoire qui est un petit peu floue, quoi, parce que c'est sur une demande, visiblement, qu'on aurait demandé au studio de Eisner de créer un personnage qui serait pas un antagoniste non plus, non, un concurrent direct à Superman. Eisner aurait refusé, selon ses propres dires. Enfin bon, bref, c'est une histoire un petit peu étrange d'ailleurs. Et le commanditaire du dessin bah, refuse de les payer. Enfin, c'est tout un bordel en gros. Si bien que Eisner et Iger vont se séparer parce que bah voilà, il y a une histoire un petit peu de bisbis, même entre eux, quoi. Ils sont pas d'accord sur le principe. Donc, ce qui fait que Eisner va se retrouver à dessiner un petit peu comme à ses débuts en fait, pour notamment un groupe qui s'appelle par un comics qui s'appelle Quality Comics, et dans lequel, et c'est là qu'on va commencer à avoir quelque chose de positif le concernant, et dans lequel donc il va faire évoluer le personnage du Spirit. Alors le Spirit, qu'est-ce que c'est? Le Spirit, c'est un personnage qui est fantasque. C'est un espèce de détective masqué, avec un costume bleu, très classique, très très classique. Mais qui va être confronté à allez, des affaires policières d'abord, hein, en tout premier lieu. C'est un détective, hein, ni plus ni moins. Ça va se transformer de temps en temps en un aspect exploration, en aspect même ésotérique, enfin fantastique, on va dire. Quoi. Et son personnage, dans un premier temps, bon, ça passe, mais il n'est pas au niveau des Batman, Superman et Wonder Woman de l'époque. Quoi. C'est vraiment une production de seconde zone. Donc il va dessiner, il va mettre en œuvre le Spirit entre 1942 et... non, 1940, je dis des conneries, entre 1940 et 1952. Et puis au bout du compte, bah, globalement, il va laisser le personnage de côté. Alors entre-temps, il faut comprendre aussi qu'il avait été mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un point important en fait. Il a été mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir illustrer des posters, des bandes dessinées, etc. Pour ce qui est donc des Marines, enfin des soldats. Le principe, c'est des posters un petit peu pas de propagande, on peut le dire comme ça, avec des bouquins aussi qu'on donnait sous la forme de comics books aux militaires, d'une part pour que hein, ils s'aèrent le cigare, mais d'autre part aussi pour pouvoir bah, les emmener sur certains points, notamment par rapport à la négligence dont peuvent faire preuve certains soldats sur un territoire en guerre. Donc voilà, c'était des petites BD comme ça. Et il a bossé pour le gouvernement pendant sa mobilisation. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Et une fois qu'il est démobilisé, donc, il va reprendre jusqu'en 52 le Spirit pour se faire. Il est aidé Wallywood, Wallace Wood. Donc, je vous recommande d'aller lire les bouquins que fait Comics Initiative sur ce gars. C'est juste un taré. Ou encore Jules Pfeiffer. Et donc, il va reprendre les aventures donc,
du spirit, avec cette fois-ci un tout petit peu plus de science-fiction, un petit peu plus d'exploration, un petit peu plus... Voilà. Globalement, c'est ça. Mais il va abandonner le personnage en 1952, il le laisse, en fait. Il le laisse parce que globalement, il pense en avoir fait le tour. Puis au-delà de ça, il a du mal à vivre, hein, faut dire ce qu'il est. Il est marié, tout ça, donc bon, il faut commencer à y penser un peu. Donc c'est pour ça qu'il va se réorienter vers le dessin publicitaire, vers tout ce qui va être dessin éducatif aussi un petit peu, hein. Donc il va travailler là-dessus pendant quelques années en fait, pensant pas avoir mis une croix sur la BD, mais enfin pas loin en fait, hein. Il y a vraiment à un moment dans la vie de Eisner, il y a vraiment un moment où il dit bon ça y est, j'ai fait le tour et j'en... Bon, en tant que dessinateur, en tant qu'artiste, hein, parce que bah, il continue malgré tout à participer indirectement. Hein. Il est rédacteur à l'époque et même producteur. Il est en plus associé à une école d'art new-yorkaise dont le nom m'échappe, je ne me rappelle plus. Donc, peu importe, où il est professeur en fait, où il va apprendre, faire ou enseigner plutôt l'art séquentiel, comme il l'appelle, déjà à l'époque. Et oui, ça vient de lui, ça aussi. L'art séquentiel, donc il va l'enseigner pendant quelques années, et il s'avère qu'à la fin des années 70, non, 60, pardon, début des années 70, eh ben, il y a des gens qui redécouvrent le spirit. Ça revient, effet de mode. Et donc, bah, concrètement, bah, on va le pousser à relancer le spirit, ce qu'il va faire, en fait. Mais alors, il le fait évidemment parce que bah, il faut pas se leurrer, il a une envie, hein, le bonhomme, hein, et parce que bah, c'est la source de son succès à ce moment-là. Mais le mec est quand même vachement tenté d'aller vers autre chose. On est en plein début des années 70 où le concept de comics et de BD évolue avec les bouquins, les comics alternatifs, underground, etc. On a un courant de pensée, d'intellectualisation du médium qui vraiment va changer la donne, quoi. On n'est plus simplement dans le mec a un slip au-dessus de son jogging. Non, non, on est sur une nouvelle façon de voir, d'envisager le comics. Et donc, bah, globalement, il va travailler sur d'autres concepts. Il est à noter que dans ces années 70, ça va être pour lui, ça va être un événement absolument tragique, épouvantable, qui va le marquer, c'est la mort de sa fille. Il a enfin, sa fille de 16 ans va mourir. Et donc le gars va super mal vivre la chose, évidemment, hein, comme n'importe quel papa, on s'en doute bien, quoi. Et il va même pendant des années et des années refuser d'en parler littéralement, quoi. Même avec ses proches, même avec ses amis, il est dans le déni, enfin pas dans le déni, on peut pas le placer. Il est dans la tristesse tellement profonde il n'arrive pas à en parler physiquement. Vous voyez, c'est une douleur qui est vraiment intense. Et tout ça, parce que bah, on sait aussi que les grands se construisent dans la douleur, les grandes œuvres aussi se construisent dans la douleur. Et tout ça, ça va l'amener, avec son cheminement intellectuel, au regard de ce qu'est le médium du comics, ça va l'amener à écrire en 1978 un bouquin qui est certainement une de ses œuvres les plus majestueuses, qui a été traduit en français sous le titre pardon, de Un pacte avec Dieu. Euh, dans lequel, donc, et je vous en parle un petit peu après, mais on a une histoire d'un homme qui perd sa fille. Enfin, on sent qu'il est marqué. Et c'est une thérapie. C'est une thérapie pour lui. Et à cette occasion, en fait, il va vraiment populariser. Alors, je sais qu'il y a un gros débat là-dessus. Par rapport à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que le roman graphique, vous voyez, le graphic novel, comme on dit aux États-Unis. Il y en a certains qui vous disent ouais, c'est pour intellectualiser, ouais, c'est pour vendre machin, ouais, c'est bon, ça change rien, on s'en fout. Il y a eu des gens avant lui qui avaient déjà fait des essais, mais lui il va vraiment lui donner ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle le graphic novel, quoi. C'est-à-dire le récit complet, un petit peu à la franco, si vous préférez, la franco-belge. Oui, la franco, rien à voir avec les Espagnols, avec la franco-belge. Donc, il va mettre en avant donc des récits complets, auto-complets, enfin vraiment auto-contenus, dans lesquels donc il va nous raconter une histoire intégrale, pas sous la publication des floppies, comme on a habituellement. Hein, mais c'est une nouveauté hein, pour les États-Unis, hein, le graphic novel. Et donc c'est lui qui va lancer. Alors,
Certains lui attribuent la paternité, d'autres disent qu'il a su juste exploiter. On s'en fout, en fait, hein, on s'en fout. L'important, c'est qu'il va plus écrire que comme ça, finalement, hein. Les Spirites étaient, paraissaient, il a commencé, pour vous dire, hein. Le mec a commencé par mettre simplement des vignettes dans des journaux, puis il est passé au floppy, comme tout le monde, quand il s'est agi de faire publier ses histoires du Spirit, par exemple. Hein, c'était du mensuel, comme d'hab, quoi. Et puis maintenant, il est passé sur le format roman graphique, quoi. Et ça va vraiment bien marcher. Et c'est là que le gars va faire valoir tout son talent, mais vraiment tout son talent. C'est parmi les plus grandes œuvres en comic books, très honnêtement, hein. C'est vraiment des choses qui touchent profondément à l'homme, à l'âme, et à ce qui lui est cher aussi, c'est-à-dire sa belle ville de New York, en fait, hein. Donc, il va écrire, il va sortir des trucs comme ça qui sont, je le répète, hein, un pacte avec Dieu qui est juste sublimissime, Fangin, Fangin le Juif, le complot, je vous en parlais aussi, ça peut être vraiment intéressant, l'appel de l'espace. Enfin, il y a vraiment tout un tas de books comme ça qui sont vraiment essentiels pour définir ce qu'est Will Eisner. Alors justement, de quoi ça traite tout ça, de quoi ça traite ces bouquins, en gros, hein. De l'homme, de l'humain, de l'humanité, de la judaïté aussi, hein. Will Eisner est juif. Évidemment, ça prend une part importante dans sa personnalité, mais aussi dans ses œuvres. Euh, non pas dans le principe de la judaïté pour la judaïté, vous voyez, c'est pas l'aspect religieux, c'est plutôt l'aspect immigré, enfant d'immigré, qui va s'approprier une culture, qui va mélanger sa culture à la culture existante. Ce grand melting pot qu'est New York, en fait. Concrètement, ça va lui donner un vernis à ses écrits qui nous décrivent parfaitement finalement le petit monde très très cosmopolite qu'est New York. Et d'ailleurs, c'est une autre part très importante de Will Eisner, de son œuvre, New York. Euh, le gars est né à Brooklyn. Mais Brooklyn, il transpire de Brooklyn de partout, hein. Je ne sais pas si c'est très propre comme truc, mais disons que concrètement, le gars va nous parler de New York quasiment toute sa vie, hein. Il en fait à la base un décor, mais c'est bien plus qu'un décor. New York, c'est devenu un personnage à part entière. Alors, ça paraît cliché comme ça, parce qu'on dit, ah, Gotham, c'est un personnage entier de Batman, hein, entier de Batman, tout ça, tout ça. Mais là, ça a une âme, ça vit, là, ça. Et c'est une âme qui est réelle, qui est concrète, et il t'explique pourquoi cette âme, elle est comme ça, et pourquoi elle existe comme ça, avec les différentes vagues de migration, les gens qui se mélangent, qui vivent. Enfin, il va nous raconter l'histoire de New York au travers de ses propres histoires. Et c'est super. Et ce qui est vachement important, c'est que c'est pas un portrait édulcoré, c'est pas joli, tu vois, c'est pas la parapluie de Cherbourg, on fait des bisous et tout ça. Non, 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 on est sur une description qui est souvent douce amère en fait, hein, qui est, avec ses personnages, il prend pas de gants. Ces personnages sont pour certains des ordures, pour d'autres juste des humains qui ont des faiblesses et qui se conduisent comme des merdes ou pas. Et il décrit vraiment l'homme, quoi. Oui, il y a pas de. On peut pas dire que le mec il soit vraiment tout blanc ou tout noir. Ces personnes, ni lui-même d'ailleurs, Will Eisner, ni ses personnages. Vous voyez, il n'y a pas de manichéisme chez Eisner. Il y a vraiment une envie de décrire ce qu'est l'être humain et ce dont est capable l'être humain, en bien comme en mal, en fait, hein. Et c'est poignant, c'est prenant, parce que ouais, il décrit la nature humaine, quoi, en fait, hein. C'est un vrai travail d'analyse que Will Eisner met dans ses pages, avec beaucoup d'amour, quelquefois pas mal de mépris, avec très souvent, et même tout le temps, de l'humanité. C'est ça qui est vraiment fort avec Will Eisner, c'est que il est capable, rien que dans ses traits, je vais vous dire un truc, il pourrait même ne pas mettre de texte, que ça changerait rien. Je veux dire par là que ses œuvres, elles sont tellement belles et complètes, elles sont tellement fortes que les simples images permettent de donner une description et les émotions qui vont avec. Ce type était un génie, ni plus ni moins. Donc voilà, il va mettre son cœur, il va mettre son âme. C'est un dingue de BD, quoi, pour le coup, hein. Et, il va nous décrire son univers, son New York à lui, qui est un New York qui n'est pas fantasmé, qui n'est pas édulcoré, qui est pas. Non, non, qui est un New York que lui a vécu. C'est absolument, absolument génial, quoi, pour le coup. Il fait pas que ça. Il va faire, évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure, je crois, de l'appel à l'espace, l'appel de l'espace.
commence à dire des conneries, ça va pas aller. Où c'est un petit bouquin sur petit bouquin, c'est un bouquin, sur donc, la possibilité d'avoir reçu un appel de la part, d'extraterrestres, au moment où on est encore en pleine guerre froide, hein, et donc, de l'affrontement des humains entre eux, concernant justement, l'éventuel contact possible avec ces extraterrestres. Donc c'est très politique, c'est vachement bien fait. Il y a aussi une bonne critique de la religion dessus, qui est plutôt intéressante sur la création d'un culte. C'est vraiment, vraiment très, très bien foutu, c'est vraiment très bien pensé. Euh, Au-delà de ça, Will Eisner a aussi, je l'ai dit, hein, il a été professeur donc dans une école. Je suis désolé, je me souviens plus du nom de l'école du tout. Je chercherai, je mettrai ça en lien si vous voulez. Une école donc de bande dessinée, d'art graphique à New York, toujours, le mec a vécu toute sa vie à New York. Et donc au cours de ces années d'enseignement, bah, il a théorisé pas mal le genre, à tel point qu'il va sortir donc deux bouquins qui sont vraiment, vraiment essentiels sur donc la BD et l'art séquentiel en fait. C'est disponible, hein, vous pouvez le trouver alors sincèrement, je sais pas chez qui. La BD art séquentiel, je sais plus, mais enfin c'est paru, hein, c'est paru, dans lequel donc il théorise, il donne des exemples, etc. Et il donne les clés du média en fait. Ça va de l'expression, de la position, des gouttières entre les cases, des vignettes, etc., etc. Et donc euh, il va sortir ça en 85 et en 1995, 2 ans plus tard, 10 ans, 2 ans, non mais le mec, 10 ans plus tard, il va publier le récit graphique, narration et bande dessinée, qui est pareil, qui est une bible en fait, pour toute personne qui veut se lancer dans le comics en tant que créateur, ou même pour nous, simples amateurs, qui veulent comprendre un petit peu, enfin pas comprendre, qui veulent choper les subtilités que peuvent proposer certains artistes. C'est vraiment juste essentiel. Et c'est en ça aussi qu'on considère Will Eisner comme un des grands, très grands des comics et même de la bande dessinée mondiale. Parce que le mec a réussi, au-delà de sa propre œuvre, à théoriser le genre et à en faire quelque chose j'allais dire de professionnel, non, d'artistique. Ouais, vraiment artistique, quoi. Il lui donne ses lettres de noblesse à la bande dessinée. D'ailleurs, aux États-Unis, il faut bien comprendre que la fin des années 70, et notamment avec le travail de Will Eisner, ben, la fin des années 70, c'est le début où on commence, où bon nombre de gens, notamment aux USA, ou en France, il va falloir en avoir un peu, mais aux USA, on commence à envisager le comics comme autre chose que de la petite BD pour les gamins. Vous voyez, on commence à envisager ça comme un médium à part entière qui peut raconter des drames, qui peut aborder des sujets graves. Et clairement, Will Eisner, de ce côté-là, est un des principaux architectes de tout ça. Alors, bon, c'est bien beau de parler de ça, hein, c'est bien beau d'en faire des caisses autour, mais qu'est-ce qu'il a écrit, Monsieur Eisner? Eh ben, laissez-moi vous présenter deux de ses œuvres que moi je trouve vraiment extrêmement marquantes, extrêmement bonnes. Donc, bah, voilà, on va commencer par ça, la trilogie du Bronx. Hein. Donc, pavé, hein, paf. En fait, c'est une intégrale qui va reprendre trois récits de Eisner. Donc, Un pacte avec Dieu, qui est Jacob le cafard et Dropsy Avenue. Euh, Je vais pas vous parler de. Oh, allez, on en parle un peu. Allez, on est des dingues. On est des dingues. Donc, commençons par Un pacte avec Dieu. C'est splendide. C'est plein d'humanité. C'est magnifique. Donc, ça nous raconte l'histoire d'un jeune russe, hein, un jeune rabbin russe, donc qui va un peu sous la contrainte parce que la Russie, fin du 19e siècle, ça devient un peu bien antisémite. Donc, il va émigrer aux États-Unis. Il va devenir donc un homme de bien aux États-Unis. Et un matin, on va mettre sur le pas de sa porte une petite fille euh, abandonnée, hein, en fait, et donc il va l'adopter. Elle devient sa fille. Elle devient sa fille. Et malheureusement, elle va mourir. Elle va mourir. Et la réaction du mec, la réaction du gars, de ce monsieur qui s'appelle Frim Herch, c'est d'interrompre sa relation avec Dieu, en fait. Lui, en partant de Russie, il avait fait un pacte avec Dieu, un pacte qui disait que si jamais il survivait, il donnerait sa vie entière à la cause, comment dirais-je,
à la religion, en fait, hein, à la foi, on a le mot. Et là, il perd sa fille, et d'un coup d'un seul, c'est la rupture du pacte avec Dieu, en fait. Et il va changer, littéralement, c'est plus le même homme d'un seul coup, il va abandonner la foi, il va abandonner Dieu, il va devenir un homme, euh, un homme d'argent, il va commencer à investir. Enfin, la même dévotion qu'il avait au regard de Dieu, il va l'avoir au travers des biens, et il va se transformer au fur et à mesure en une espèce de pourriture, d'ordure. L'homme qui était tellement tant un homme de bien devient littéralement un chien. Euh, et il y a une transformation qui s'opère. Et c'est franchement, sincèrement, poignant, c'est touchant, c'est juste absolument terrible, quoi. Et sincèrement, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Euh, on enchaîne un petit peu après sur des personnages, des galeries de personnages, un concierge qui est aussi très étrange, un chanteur de rue. On nous raconte un peu l'histoire dans les années 30 du Bronx, hein, en fait, hein, où tu avais des mecs qui étaient tellement dans la misère qu'ils se mettaient dans les petites ruelles et puis ils chantaient. Et ils attendaient que les gens leur balancent des trucs à bouffer, à boire de la thune, un petit peu de la mendicité à domicile. Et ça, on nous raconte l'histoire d'un de ces hommes, quoi, qui va, connaître une espèce de forme de succès, mais pas tant que ça. Enfin, c'est assez, assez poignant aussi là comme principe, hein. On nous raconte pas mal de choses sur les vacances de l'époque, sur qui n'en étaient pas réellement en vérité, hein, à proprement parler, hein. Voilà. Ça, c'est vraiment pour un pacte avec Dieu. C'est ce qu'on nous met dans l'intégrale. C'est vraiment, vraiment très, très bien foutu. Jacob Le Cafard, je vous laisse découvrir. C'est un homme en relation avec son univers et avec tout ce que cela peut supposer d'instinct de survie, en fait, d'instinct de survie, de comment je peux vivre en m'acoquinant avec des gens bien ou avec des gens mal. Enfin, là aussi, c'est très poignant. C'est encore de l'histoire d'une vie, en fait, hein. Et enfin, il y a Dropsy Avenue, qui nous raconte littéralement l'histoire du Bronx. Avec les différentes vagues migratoires, donc ça part de la fin du 19e siècle jusqu'à quasiment nos jours, quoi, avec des personnages qui reviennent, qui mutent, qui changent. C'est magique, hein. Vraiment, vraiment, c'est un morceau d'histoire, mais avec beaucoup d'humanité dedans. C'est vraiment, vraiment exceptionnel, hein. Pour une idée du coup de crayon du bonhomme, hein, bah voilà, ça donne des. Alors, je sais pas si j'ai. C'est un peu flou, je pense, hein. Euh, c'est un génie, c'est un génie. Il y a la trilogie du Bronx, qui est vraiment, vraiment à lire d'Eisner. Il y a la trilogie New York aussi, qui est vraiment superbe. Autre œuvre, qui a été d'ailleurs publiée post-mortem. Will Eisner est mort de mémoire en 2005. 2005, c'est ça. Et donc, peu après sa mort, va être publié Le Complot, donc, qui est l'histoire du protocole des sages de Sion, qui est un texte particulièrement antisémite. En fait, on nous explique, et ça a été prouvé, hein, ça fait depuis grossièrement les années 20 que ça a été prouvé que c'est ça. On nous explique que donc un russe, partisan du tsar, enfin partisan des politiques russes antisémites de l'époque, a repris un texte qui avait été écrit contre Napoléon III par un écrivain français, a changé quelques termes, mais genre changé deux mots, hein, voilà. Il a repris l'intégralité du texte et il a publié ça comme si c'était en fait les minutes, le résumé, la reprise d'une réunion qui aurait eu lieu entre différents intervenants du monde juif, des sages en fait, hein, qui auraient établi ce fameux protocole des sages de Sion, en vue donc d'une conquête mondiale, juste, par le peuple juif. Sage de Sion, sioniste, tout ça, vous voyez le principe. Donc, concrètement, c'est avéré, hein, ce texte était un faux, une plagiat la plus basique qui soit. Et pourtant, même à notre époque, il y a certains antisémites qui citent toujours ce texte, hein, bien mauvaise escient. Donc, Eisner nous raconte tout ça là-dedans, il nous raconte d'où ça vient, comment ça a été fait. Et c'est du génie, c'est vraiment, vraiment magnifique. J'essaierai peut-être d'en faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a des choses à dire quand même, il y a pas mal de trucs à revoir. Et vraiment, c'est une évolution de ce texte, une reprise par les premiers antisémites, les anti-Dreyfusards, puis ensuite par Hitler lui-même, puis par les autres mouvements
n'ont pas manqué en termes d'antisémitisme. Et non, vraiment, vraiment, c'est du très, très, très bon. Donc voilà. Voilà pour le protocole de gestation. Il y a plein d'œuvres vraiment très, très bonnes de Will Eisner qui font chaud au cœur. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'espère vous avoir intéressé au regard de cet auteur, de ce maître, de ce grand maître qui est Will Eisner. Je pense que oui, il faut vraiment lire au moins une fois, tester. Hein. Après, on peut ne pas accrocher, on a le droit aussi. Hein. Mais globalement, vraiment, ce serait bête de passer à côté d'un tel créateur. Quoi. C'est vraiment, vraiment du très, très, très bon. Voilou, mes petits loulous. Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, un bon touch pipi. Et puis, et des bisous, des bisous, oui, bisous.